la qualité de son est correcte et que vous voyez donc mon écran. Donc on va pouvoir démarrer. Donc une petite demi-heure pour vous parler de la qualité d'image et comment évaluer effectivement la qualité d'une image numérisée. Donc on démarre, pardon. Voilà. Donc, on va aborder effectivement ce domaine de la qualité d'image. On parlera un petit peu de technologie de numérisation. On va essayer d'être quand même assez bref sur cette partie. Définir quels sont les critères de qualité d'image afin de faire le lien donc, avec la norme ISO 19264 qui vient d'être publiée. Et on verra comment appliquer cette norme à travers des mires et des méthodes de mesure. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est d'utiliser donc le mode question que vous avez donc au niveau du webinar et je répondrai à ces questions donc à la fin de la présentation. Oui, pardon, je ne me suis pas présenté. Donc Denis Lupin, je m'occupe des projets stratégiques chez Spigraph et je dirais expert en numérisation et en capture depuis maintenant plus de 20 ans, avec un focus tout particulier sur le domaine de la numérisation patrimoniale. Donc en petit zoom sur Spigraph, Spigraph distribue des solutions de capture. Solutions de capture, c'est à la fois donc, des scanners, tout type de scanners, documentaires, scanners de livres, scanners de plans, mais également les logiciels qui vont accompagner, qui vont permettre de faire l'acquisition, mais également l'extraction de données jusqu'à la publication de ces informations. Et on a également une équipe de techniciens pour le suivi sur site, l'implémentation des solutions et la formation. Quelques chiffres. Donc Spigraph intervient sur la zone Europe et Afrique. Et sur cette zone, Spigraph est le distributeur numéro 1 pour la distribution de ces solutions. Au niveau, l'ensemble du groupe, donc c'est 300 personnes. Et si on fait un focus sur la partie donc, patrimoine, on équipe une douzaine de bibliothèques et archives nationales, donc sur l'ensemble des pays que je vous ai cités. Et on a déjà installé donc, à ce jour plus de 500 scanners de livres sur toute cette région. On propose également donc évidemment les contrats de service de manière à faire le suivi au quotidien de vos équipements. Voilà, donc présentation très brève de Spigraph. On revient à notre propos principal. Donc pourquoi est-ce qu'on veut contrôler la qualité des images numérisées? C'est la première question. Donc une première réponse, c'est déjà pour comparer et sélectionner un scanner. On se rend compte, notamment dans les scanners de livres, c'est que entre ce qu'on peut avoir sur une documentation et la réalité, on peut avoir des écarts. Donc c'est important de pouvoir avoir les éléments pour réellement comparer en scanner plutôt qu'un autre. Donc c'est le premier point, effectivement, et avec une fois de plus des critères objectifs. On en parlera. Contrôler la qualité d'image, c'est également pour évaluer sa chaîne d'acquisition. Vous avez des chaînes d'acquisition qui sont déjà en place, scanner, traitement, sauvegarde. Ça va permettre de définir quel est le niveau de qualité aujourd'hui que vous êtes capable d'atteindre. Et évidemment de valider le bon fonctionnement des équipements, donc être sûr qu'on a une qualité qui est constante dans le temps. La qualité peut se dégrader petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Et bien évidemment, le fonctionnement de ces équipements doit être indépendant des opérateurs, donc on doit avoir des critères une fois de plus objectifs, indépendants de l'environnement, et également indépendant de la représentation de l'image à l'écran. On ne peut pas simplement juger une image à l'écran avec son affichage à l'écran. Donc pour toutes ces raisons, on doit en fait définir justement des critères objectifs. Un critère objectif, c'est un critère qui doit être mesurable et également on doit définir quelle est la tolérance acceptée sur chacun de ces critères. Donc
je vous disais, donc, on ne peut pas se contenter de voir une image à l'écran. Effectivement, la première chose, ne vous fiez pas à vos yeux. Si on regarde ces différentes représentations de Mona Lisa, laquelle est correcte? Je pense que vous avez sur vos écrans une représentation qui est différente de ce que j'ai sur mon écran. Chacun aura des avis différents sur la représentation. Juste un petit point, si on regarde la quatrième qui paraît pas forcément la meilleure, avec des couleurs un peu bizarres et un aspect surexposé. Néanmoins, si on regarde dans le détail, on voit un certain nombre de détails, notamment au niveau de l'avant-bras, qui sont complètement perdus sur les autres images. Donc peut-être que cette image présente davantage de détails que les autres, même si son aspect général n'est pas très satisfaisant. Un autre exemple, ne vous fiez surtout pas à vos yeux. Vous connaissez certainement effectivement ce damier. Quel est le carré le plus sombre entre le A et le B? Vous le savez tous si vous avez déjà vu ceci, c'est qu'ils sont exactement en fait au même niveau colorimétrique. Donc ces deux carrés ont les mêmes valeurs colorimétriques. Ça paraît assez incroyable quand on regarde à nouveau la représentation donc, à gauche, mais c'est effectivement la réalité. Donc les yeux en fait vont interpréter par rapport à un environnement, par rapport à ce qui est à côté, et donc vont déformer quelque part la réalité. Donc quels sont un peu les principes de base d'un contrôle qualité? Ça va être d'une manière, je dirais, assez simple, hein. On va numériser une mire et on va comparer le résultat de la mire, donc son image, par rapport à les valeurs exactes qui auront pu être mesurées sur la mire. Et en définissant donc justement les critères, on va revenir évidemment dessus, en décrivant précisément la méthode de mesure, quels sont les paramètres que l'on va utiliser, et le but étant que cette méthode effectivement soit reproductible, qu'on puisse la réaliser à nouveau régulièrement, peut-être tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, peu importe. On aura besoin de définir effectivement cette périodicité. Et c'est ce qui va également nous permettre de comparer les résultats d'un scanner à un autre. Donc on verra à la fin une méthode assez simple, même si mes propos risquent d'être à un moment assez technique. On verra néanmoins à la fin une méthode simple en utilisant donc une mire universelle et un logiciel pour permettre d'avoir des résultats assez facilement et très compréhensibles. Alors, avant de démarrer, donc effectivement, la définition des critères, quand même quelques limites qui sont liées à cette méthode de contrôle. On va utiliser des mires, donc pour autant, les mires ne représentent pas forcément les documents que vous voulez numériser. Vous ne numérisez pas des mires, vous avez des documents originaux. Une mire est plate, vos documents ils peuvent avoir du relief, on peut avoir des peintures, des dorures, de la courbure, etc. Donc ceci ne va pas être pris en compte effectivement au niveau de la mire. La mire également, elle est mesurée, elle a une certaine précision. Donc on a besoin de connaître la précision également de la mire, et certains critères comme par exemple les artefacts ou les fausses couleurs ne vont pas être pris en compte par la mire, ne seront pas mesurés par la mire. Les fausses couleurs et également les pixels morts ne seront pas effectivement, c'est pas la mire qui va nous donner des éléments objectifs sur ces points. Si on parle de profondeur de champ, également, dans le cas, une fois de plus, où on numérise des livres, ce n'est pas la mire, ni même effectivement les critères qu'on va retrouver dans la norme ISO qui vont nous informer sur effectivement la profondeur de champ. Et enfin, en dernier point, c'est que les critères qui sont définis, on aura une certaine valeur au niveau de la norme. Pour autant, ce qui est important, c'est dans certains cas de réadapter
ces critères. On n'a pas forcément besoin de la même précision sur un document historique que sur une facture, si on parle de simplement respect de la colorimétrie. Ça, c'est le texte qu'on retrouve, alors c'est en anglais parce que la norme aujourd'hui ISO est uniquement disponible en anglais. Au niveau de la norme, on voit clairement que c'est indiqué clairement que si on numérise une aquarelle, le niveau, la criticité de la précision des couleurs, elle est plus importante que si on numérise en fait en journal. Donc les critères peuvent être réadaptés et recalibrés. Donc avant de définir les critères, on va juste faire un bref détour sur la technologie de numérisation. Donc qu'est-ce qui va influencer la qualité d'image? Donc quand on numérise, c'est pas uniquement effectivement le capteur qui est à prendre en compte. Les différents points, critères qui vont intervenir, c'est d'une part la lumière qui peut engendrer des reflets, des ombres, etc. L'optique, donc l'objectif proprement dit, on peut avoir des effets de bord, du vignettage, de la distorsion. Bien évidemment, le capteur, il faut savoir quel type de capteur. Est-ce que c'est un capteur matriciel linéaire? On reviendra dessus juste après. Quel est le nombre de pixels du capteur? Comment ensuite est analysé et converti le signal analogique numérique? Donc, il va être interprété. On va devoir faire un dématrissage dans le cas d'un capteur matriciel. Donc, d'un algorithme à un autre, on n'aura pas forcément les mêmes résultats. Et enfin, en traitement d'image, où on va pouvoir appliquer des corrections d'éclairage, du gamma, etc. Donc, tous ces éléments influencent la qualité d'image au final. Donc, avec deux matériels utilisant le même capteur, on n'a pas forcément, loin de là, les mêmes résultats. Donc, juste encore un peu technique sur la partie capteur. Donc, deux types de capteurs, matriciel ou linéaire. Un capteur linéaire, donc c'est 3 lignes rouge, vert, bleu, avec donc une résolution identique sur les 3 composantes, avec le capteur qui se déplace au-dessus du document ou le document qui se déplace sous le capteur dans le cas des scanners de documents notamment. Dans le cas d'un capteur matriciel, c'est un appareil photo numérique. Le capteur, c'est ce qu'on appelle un capteur de type Bayer. Donc en fait, on a une matrice composée de 50% de pixels verts, 25% de pixels rouges, 25% de pixels bleus. Et on fait donc un dématrissage de manière à reconstituer la couleur rouge, vert, bleu sur l'ensemble des pixels. Et là, bien évidemment, le capteur ne se déplace pas. Donc c'est important de savoir donc, au préalable quel type de capteur utilise le scanner. En mots concernant la résolution, quel type de capteur correspondant à quelle résolution? Aujourd'hui, si on parle en fait de, si on veut numériser en A4, en 300 ou en 400 dpi, avec son appareil photo, avec son smartphone, on peut avoir une résolution suffisante. Si on veut des formats supérieurs, jusqu'à du format A2 en 300 ou en 400 dpi, on va trouver des capteurs matriciels permettant d'avoir une résolution suffisante. Au-delà, quand on va vouloir faire du A2 à 600 dpi ou du A1 à 400 et plus, seuls les capteurs linéaires permettent d'avoir une résolution suffisante. On va avoir effectivement des capteurs jusqu'à 70 voire 100 millions de pixels. Au-delà de 100 millions, ça reste difficile à trouver. Et donc, on utilise encore des capteurs linéaires. Donc, connaître le nombre de pixels, connaître la résolution, donc la résolution optique, est un premier point qui est important. Donc maintenant, on va lister les critères qui vont permettre donc, de qualifier l'image. Donc les 6 critères qu'on va pouvoir mesurer, on va revenir donc sur chacun de ces critères, mais donc on va avoir la résolution, la reproduction, la réponse tonale, la précision colorimétrique, l'uniformité d'éclairage,
le bruit dans l'image et la distorsion géométrique. Donc, si on parle de résolution, davantage que de résolution, on va parler d'efficacité. La résolution, l'efficacité, c'est vraiment la capacité à distinguer des petits détails. Si on regarde ces deux images ici, elles ont la même résolution, à savoir que les pixels ont la même taille. Par contre, on se rend compte qu'effectivement, on ne voit pas les mêmes choses à droite et à gauche, on n'a pas la même efficacité. L'efficacité, c'est vraiment, on va la décrire en paire de lignes par millimètre et avec les valeurs théoriques à 400 dpi par exemple. 400 dpi, on doit avoir 7,9 paires de lignes par millimètre. On divise simplement 400 dpi par 25,4, donc la taille d'un pouce, et par 2 pour avoir une paire. Et donc on a le nombre de paires de lignes théoriques maximum qu'on peut avoir en 400 dpi. Pour le mesurer, eh ben, on va pouvoir utiliser cette mire ici assez classique, on va dire, et avec une lecture directe où on va voir jusqu'à quelle effectivement définition, efficacité on va être capable de lire, de distinguer une mire qu'on appelle à arête oblique, ou avec un logiciel, on va pouvoir calculer précisément quelle est l'efficacité de l'image, et on va calculer en fait la FTM, la fonction de transfert de modulation. Donc on aura besoin effectivement de logiciel pour le calculer à partir de cette mire. La reproduction tonale ou la réponse tonale, c'est assez simple à définir. On numérise une mire constituée de patchs neutres, donc et la réponse en fait doit se situer dans cet espace vert. Donc on doit avoir une linéarité au niveau de la réponse tonale, et aucun point bleu ne doit être en dehors de cette zone verte. Et on calcule ce qu'on appelle le delta L, donc en fait c'est la différence de luminosité entre la mire, donc les valeurs théoriques de la mire, et ce que l'on a au niveau de l'image. Au niveau de la précision des couleurs, comment on va faire? À nouveau, on utilise une mire. Alors une mire, là, c'est représenté, c'est la color checker. On peut utiliser la color checker, donc 24 patchs. On peut utiliser la color checker SG. Mais la démarche est la suivante. On numérise cette mire. Donc le scanner nous donne donc les valeurs colorimétriques en RVB. Ces valeurs, on les convertit dans l'espace colorimétrique universel, LAB, donc en utilisant un profil ICC. Donc on a besoin d'avoir le profil ICC du scanner pour faire cette conversion. Et on va comparer à nouveau entre les valeurs théoriques mesurées de la mire et les valeurs que l'on a au niveau de l'image, de manière à calculer pour chacun des patchs le delta E, donc la différence colorimétrique entre la mire et l'image. Donc on verra qu'au niveau de la norme, on aura besoin de respecter en fait un delta E moyen maximum, mais également qu'aucun patch ne dépasse en fait une certaine valeur de delta E. Au niveau de l'uniformité d'éclairage, ben, c'est assez simple, hein. On ne veut pas effectivement ce genre d'image, donc on veut une image en rendu des blancs homogènes. Donc en fait, la méthode, c'est de numériser un document sur l'ensemble de la scène et de mesurer l'écart entre ce que l'on a au centre et ce que l'on a sur les bords, le but étant d'avoir les mêmes, et on va calculer donc à ce moment-là une valeur qui s'appelle delta C, donc l'écart moyen entre ces différents points de la mire ou du document que l'on a numérisé. Le calcul du bruit, alors le bruit en fait il s'agit d'informations qui ne sont pas présentes dans l'image. C'est de l'information, c'est un bruit électronique qui est généré souvent parce que on a besoin d'amplifier
fortement le signal et donc on a des bruits électroniques qui viennent perturber la qualité de l'image. Donc pour le calculer, on va en fait prendre un patch comme c'est le cas ici et on va voir si à l'intérieur de ce patch, tous les pixels sont homogènes, ont la même valeur et on va en fait pour chaque patch avoir une courbe de ce genre où on doit en fait rentrer dans la zone verte. On va calculer donc la déviation, donc l'écart type qu'on va avoir sur chacun des patchs neutres de la mire. Voilà, donc on a, si on reprend nos différents critères, on a maintenant des valeurs mesurables qu'on va pouvoir effectivement évaluer pour chaque scanner. Je ne vais pas le dernier, la distorsion géométrique, c'est relativement simple, hein, c'est simplement savoir mesurer le document et mesurer l'image, et donc on va faire en pourcentage de déformation éventuelle. Alors, concernant maintenant, qu'est-ce que nous dit la norme ISO par rapport à ces critères? Alors, je vais faire un petit historique sur les standards qui étaient utilisés jusqu'à maintenant, ou les recommandations, ou les guidelines. On parle beaucoup de métamorphose. Métamorphose, c'est donc des recommandations qui ont été définies par la Bibliothèque royale des Pays-Bas ainsi que les Archives nationales des Pays-Bas, à appliquer donc sur des manuscrits, des livres, des journaux ou des magazines, et avec 3 niveaux, donc métamorphose light et métamorphose extra light, selon les documents que l'on veut numériser. Et c'est principalement défini à une résolution de 300 dpi. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, c'est ce qui fait un peu référence maintenant depuis quand même quelques années. On trouve également FAGI, donc, qui est des recommandations définies par la librairie du Congrès aux États-Unis, et avec une dernière version datant de 2016, donc relativement récente. Et on a là, non pas 3, mais 4 niveaux qui se définissent en fait par de 1 à 4 étoiles pour la qualité d'image. Donc voilà un peu ce qui existait jusqu'à maintenant. Alors, l'ISO n'a pas révolutionné ceci, a fait quelque part une synthèse de ces deux modèles de recommandation. D'ailleurs, il y a des sur cette nouvelle norme. Ont également été invités donc, les constructeurs de scanners, I2S, The a rejoint également le consortium un peu après, des fabricants de mires et des bibliothèques nationales. Donc, la définition de la norme, on l'a ici. Un petit point, c'est qu'effectivement, Imagine, ce n'est pas une norme qu'on va pouvoir appliquer. L'écart maximum ne doit pas être supérieur à 10. Le bruit, le delta L et la distorsion géométrique. Alors, différentes mires sont possibles. On peut avoir des mires individuelles, chaque mire étant destinée à mesurer un critère. Mais il existe également donc, la mire universelle UTT, donc, qui en format plus réduit, si l'on souhaite faire appui quand même de patch couleur. Je disais, elle est disponible du format A4 au format A0. On peut l'avoir avec chaque patch marque proche de la valeur réelle, mais pas réellement mesurée. Au niveau de l'analyse, donc comment on obtient ceci, le logiciel IQ Analyzer permet il va nous dire, comme on l'a ici, l'ensemble des critères, etc. On a besoin ensuite de faire ce que j'appellerais la caractérisation, c'est-à-dire créer le profil ICC, avoir un profil ICC en entrée, qui va être propre au scanner et à son environnement. Donc pour ceci, il nous faut à minima une mire de type Color Checker, en logiciel Basic Color ou en autre pour créer le profil ICC qui va être propre au scanner.
Et après, de manière régulière, si on veut contrôler la qualité en linéaire, voire de reprendre la qualité. Fini, une dernière slide pour on est hors sujet. Garantir qu'on numérise conformément à l'original, qu'on est capable de suivre le niveau de qualité, donc on évite la dérive dans le temps. Et c'est évidemment un très bon moyen pour comparer les scanners qu'on peut trouver sur le marché. Quelques bémols, on en a parlé. Donc la tolérance, elle doit quand même être adaptée selon l'usage des images. On ne numérise pas effectivement un document moins près. La mise en place nécessite quand même des outils. On a vu des mires, des logiciels, un peu de savoir-faire, une maîtrise effectivement de la colorimétrie et donc on a besoin effectivement de ce savoir-faire. Et des consommables qui sont donc les mires, je parle avec ses doigts, donc la manipulation n'est pas évidente et avec un certain coût, proposition de valeur. On est capable de vous accompagner pour une formation donc complète sur la qualité d'image, donc vous montrer comment est fait une image et quels sont dans le détail l'ensemble des paramètres. On peut vous accompagner également pour vos équipes, la norme. Et ça ne suffit pas d'avoir le certificat du constructeur qui mentionne le respect de la norme. Le respect de la norme doit être constaté sur votre site, dans votre environnement. On va pouvoir influencer et avec vos réglages. Donc en fait, on peut se déplacer chez vous pour pouvoir effectivement constater que votre équipement dans votre environnement respecte la norme en niveau de performance A, B ou C. Et enfin, on peut également faire un transfert complet de compétences, c'est-à-dire que plutôt qu'on vienne chez vous pour effectivement auditer vos équipements, c'est vous fournir les équipements, donc MIR également logiciel, et l'accompagnement, donc la formation, pour que vous puissiez le mettre en œuvre chez vous en interne et de manière périodique, je dirais à minima une fois par mois, vérifier que les équipements répondent toujours effectivement au niveau de performance que vous aurez défini. Voilà, j'en ai fini pour mon propos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées également ici, mail, téléphone, portable, si vous voulez me contacter par la suite. Je regarde, pour l'instant, il n'y a pas de questions qui sont notées, mais on va attendre quelques minutes. Je suis évidemment disponible pour répondre à vos questions maintenant ou plus tard. Et j'attends également vos feedbacks, vos commentaires sur cette présentation et l'intérêt que vous avez effectivement à aller plus loin sur la connaissance de cette norme ISO. Alors, une précision, quelles sont les spécifications relatives au format d'image? Format d'image, je suppose qu'il s'agit des formats de fichiers d'image. Donc, là, bien évidemment, quand on va analyser une image, c'est l'image TIFF que l'on va analyser, donc l'image brute sans compression et sans perte que l'on va vouloir analyser. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si ce n'est pas le cas, remettez-moi en commentaire. Parce que comme format, c'est à la fois taille et format de fichier. Et je ne sais pas effectivement si ça...
répond. Oui, donc pour ceux qui sont intéressés par du transfert de compétences, bien évidemment, prenez contact avec nous, avec moi en particulier. On discutera effectivement de comment le mettre en œuvre. Et il y a déjà des gens qui m'envoient des SMS, donc je vous répondrai bien évidemment. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous pour votre écoute et une fois de plus, n'hésitez pas à revenir vers moi, disponible quand vous le souhaitez. Merci, bonne journée, bon appétit à tous.